Le train sifflera bientôt dans toute la zone transsahélienne. L'opérationnalisation est désormais au centre des discussions. La première étape marque également le lancement de l'étude de faisabilité. Les premiers développements, c'est à voir en ouverture de ce journal. Le drame s'est produit à Lapio, à 5 km de Didir. 12 personnes décédées, 6 libérées de l'hôpital, 2 autres encore alitées. Conséquence d'une intoxication alimentaire aux pesticides. Constat sur place de la désolation. La mosquée de Djoulasoba à Neuf et bien naturellement, c'est la joie des fidèles musulmans. C'est aussi un patrimoine culturel qui est ainsi sauvegardé. La remise de la bâtisse après la réhabilitation, c'est à voir dans un instant. Il tire sa révérence à 95 ans. L'ancien président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est décédé. 37 ans de règne, du statut de héros de l'indépendance au tyran des temps modernes. Son état de santé, entretenu dans le secret par ses proches, donnait lieu à plusieurs supputations. L'information dans les détails, c'est à suivre dans cette édition. Et comme invité de ce trésor, nous serons avec la cinéaste burkinabé Apolline Traoré. Avec elle, il sera question donc de la grande première de son film d'errance au Burkina Faso et de sa présentation au public burkinabé et sous-régional. Bonjour Apolline. Bonjour. Je reviens à vous dans un instant. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir et merci de nous suivre. Reprise de service pour le Conseil des ministres après quelques semaines d'interruption. Les membres du gouvernement se sont retrouvés ce matin autour du chef de l'État pour le Conseil de rentrée. L'exécutif retrouve donc les grands dossiers, notamment la lutte contre l'insécurité, le front social et l'économie. La lutte contre le terrorisme se conjugue avec le respect des droits humains, foi du réseau des institutions des droits de l'homme des pays du G5 Sahel. Conviction partagée avec le chef de l'État ce matin du 6 septembre. Une occasion également d'affirmer la disponibilité du réseau à accompagner le G5 dans sa lutte. On en sait un peu plus avec Siedi Larienne et Amadou Marcel Tau. Le réseau des institutions des droits humains des pays membres du G5 Sahel est en quête de nouveaux souffles. Dynamiser davantage ses actions afin de mieux accompagner les gouvernements dans la prévention et la lutte contre le terrorisme. C'est la principale raison de son tête-à-tête avec le président du Faso. Des questions également de mener un plaidoyer en vue du renforcement des capacités des LDH du réseau du G5 Sahel afin de leur permettre de travailler et dans des conditions acceptables au niveau donc de l'espace du G5 Sahel. Mieux encore, le réseau plaide pour son ancrage effectif dans le système de fonctionnement de la force conjointe. Il est également question d'incorporer dans la structure du G5 Sahel le réseau des institutions nationales des droits de l'homme du G5 Sahel afin de lui permettre de suivre de bout en bout tous les efforts qui sont déployés en faveur donc de la lutte qui est menée contre les forces du mal. Toute chose qui devrait permettre au G5 Sahel de bien mener sa mission en lien avec le respect des droits de l'homme. Le G5 Sahel qui avance également dans ses projets d'intégration. L'opérationnalisation du train transsahélien est en cours avec l'ouverture ce matin des discussions. La rencontre marque également le lancement de l'étude de faisabilité du projet qui va permettre de disposer de données techniques et financières, chose nécessaire à la mobilisation des ressources pour la construction du chemin de fer. Sur les images de Issa Kafando, le compte-rendu de Maxime Zango. Environ 5000 km de rails reliant les 5 pays du G5 Sahel, voilà l'envergure de cet ambitieux projet. Un projet voulu par les chefs d'État pour donner du dynamisme à l'économie de la sous-région. Les chefs d'État ont compris qu'on ne peut pas aboutir à un espace de paix, un espace de développement, si on ne s'attaque pas aux questions réelles de développement. Parce que, vous savez, l'insécurité est nourrie par la pauvreté et vice-versa. C'est pour ça que donc, au niveau du G5 Sahel, les chefs d'État ont décidé donc, de construire ce qu'on appelle un programme d'investissement prioritaire dans lequel la construction d'un chemin de fer devant relier les 5 pays a été donc décidée. La rencontre de Ouagadougou, qui est une des étapes décisives pour la concrétisation du projet, permettra
une prise de contact entre les membres du comité de pilotage et surtout de dégager les données techniques indispensables à la réussite du projet. Ce matin, nous allons échanger avec le bureau d'études en charge justement de la conduite de cette étude sur la méthodologie. Comment le bureau compte se prendre pour pouvoir réaliser cette étude et discuter surtout du planning et des livrables qui sont attendus dans le cadre de cette étude. Naturellement, on aura également l'occasion de faire une présentation des experts qui sont dédiés à la mise en œuvre de l'étude. Sont réunis ici à Ouagadougou l'ensemble des membres du comité de pilotage et le groupement du bureau d'études. Ils vont surtout échanger sur la méthodologie et le planning du projet. C'est également une occasion pour discuter autour de tous les sujets jugés pertinents. C'est au sommet du 20 novembre 2015 à N'Djamena au Tchad que les chefs d'État du G5 Sahel ont décidé de la création de ce transsahélien pour améliorer la desserte entre les 5 pays membres. 15 entreprises épinglées par le gendarme de la commune publique, l'ARCOP, des mauvais élèves indexés dans le rapport 2018 remis hier au Premier ministre. L'autorité de régulation de la commune publique s'est également dévoilée au chef du gouvernement. C'est ce qui ressort de l'audience à elle accordée à travers ses premiers responsables. Audience résumée pour vous par Jean-Eudes Bayala et Oumar Azombri. L'autorité de régulation de la commande publique, ARCOP, reçue en audience par le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré. Conduite par le président du conseil de régulation, Draman Miloho, la délégation est venue présenter les organes de l'ARCOP au chef du gouvernement et lui remettre le dernier rapport. Ce rapport est une compilation des activités tenues en 2018. Nous avons eu 10 sessions au cours de l'année 2018. 8 sessions extraordinaires et les 2 sessions sont des sessions ordinaires, des sessions statutaires. Voilà. Et il faut dire que l'organe de règlement des différends aussi a travaillé, a tenu plus de 1000 sessions, 1000 sessions au cours de l'année 2018. Et il faut dire, comme vous le savez, vous en doutez, il y a eu des entreprises comme d'habitude qui ont été épinglées. Nous sommes, je pense qu'au cours de l'année 2018, il y a eu 15 entreprises qui ont été exclues de la commande publique. Voilà, grosso modo, ce que le rapport. Après cette remise officielle au Premier ministre, les responsables de l'autorité de régulation de la commande publique organiseront le 12 septembre prochain une conférence de presse afin de dévoiler le contenu de ce rapport aux journalistes. Il s'appelle Jean Condé, il est installé par ses pairs comme tout premier président de la Cour de cassation après sa nomination en décret pris en Conseil des ministres le 23 juillet dernier. Avec son installation ce 5 septembre, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la justice burkinabé. La cérémonie immortalisée par Lassina Ouattara et Béléman Nestor Toui. De l'exercer en toute indépendance, dans le respect de la Constitution et des lois, de garder le secret des délibérations. Je le jure. Ainsi, Mazobé Jean Condé vient de prêter serment devant le procureur de la Cour de cassation du Burkina Faso. Installé dans sa nouvelle fonction, il devient alors le premier président de la plus haute juridiction du pays. Une tâche dont il mesure l'ampleur. La charge est lourde, mais je suis déterminé. Et je pense, avec l'accompagnement, les accompagnements, je pense qu'on pourra relever tous les défis qui se posent. Il s'agit d'abord de travailler à l'avènement d'une cour de cassation réconciliée. Réconciliée avec les principes essentiels qui guident la justice, l'indépendance, l'impartialité, l'intégrité. À toutes ces charges s'ajoute la célérité dans le traitement des dossiers et le tout premier magistrat élu par ses pairs pour présider la magistrature suprême peut compter sur l'accompagnement du gouvernement pour une justice indépendante. Nous voulons que le pouvoir judiciaire soit effectivement indépendant, qu'il réponde aux préoccupations de l'ensemble des populations
Et je crois que l'installation aujourd'hui ne fait que concrétiser le résultat du procès que nous avons constaté et qui montre toute notre volonté de consolider l'état de droit dans notre pays. Nommé par décret présidentiel le 23 juillet dernier, le nouveau président de la Cour de cassation est né en 1959 à Bobo-Dioulasso. Il a occupé plusieurs hautes fonctions dans le milieu judiciaire. Son installation ouvre donc une ère nouvelle pour l'indépendance de la justice au Burkina Faso. Actualité moins reluisante avec ce drame familial vécu à Lapio, à 5 km de Didir. 12 membres d'une même famille y ont perdu la vie de suite d'une consommation de mets local. Les services techniques du ministère de la Santé font état d'une intoxication aux pesticides. Pour les rescapés, l'état de choc s'accompagne de la désolation. 6 personnes sont libérées de l'hôpital et 2 autres encore en observation. Récit d'une histoire macabre débuté le samedi dernier au soir avec Gérard Sommet et Zalissa Sanfou. La famille Bakouan, théâtre d'un drame qui émeut toute la nation. Nous sommes au village de Lapio, à 5 km de Didir. Au fond de sa case, grand-mère Thérèse Cantoro voudrait bien se réveiller de son cauchemar. Pourtant, la triste réalité est là. Son époux, sa coépouse, son fils, ses petits-enfants. Bref, 12 membres de sa famille partis en l'espace de 72 heures. Je préfère mourir. Cette vie n'a vraiment plus de sens pour moi. Tout mon souhait est que la mort vienne me prendre. Ce drame familial, dit de l'intoxication alimentaire, aurait débuté le dimanche matin avec des morts et encore des morts. J'ai vu mon grand-père partir nous laisser seuls. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va devenir sans lui. Avec mes frères, ils tous sont partis nous laisser. Le mets incriminé, c'est du gonri. Un mets local fait à base de feuilles de haricots dont les traces sont encore visibles ici. Mélangé à des résidus de zomcom et de la farine de petit mil. De tous ceux qui ont goûté à ce dîner familial, personne n'est sorti indemne. Mes dents me faisaient très mal. J'avais de la peine à boire de l'eau. Alors quand on m'a déposé le gaoré, je ne l'ai pas touché. Des vomissements, des maux de ventre, ils se tordaient tous de douleur. Tous ceux qui ont mangé avaient les mêmes symptômes et sont tous morts de la même manière. Si la famille Bakouan a mis du temps pour comprendre ce qui lui arrivait, aujourd'hui le ministère de la Santé l'affirme, c'est le repas du samedi soir qui leur a été fatal. Après investigation des structures du ministère de la Santé, parce que le centre d'opération et de réponse aux urgences sanitaires a été mis en branle dès le dimanche, ainsi que le laboratoire national de santé publique et le laboratoire de référence pour aller investiguer sur cet événement inhabituel en communauté. Et des investigations qui sont sorties, on s'est rendu compte que la famille avait consommé des aliments contaminés aux pesticides. Il y a eu des prélèvements biologiques sans urine, il y a eu des prélèvements sur les aliments. Et c'est à l'heure actuelle ce qu'on peut retenir. Et donc des conseils ont été donnés à la famille. On a sécurisé la famille en mettant l'aliment contaminé de côté. On a sensibilisé la famille et la population. Et puis on poursuit la prise en charge des populations. Mais les investigations se poursuivent. Et selon les spécialistes, des pesticides, il faut s'en méfier. Le risque zéro n'existe pas. Même lorsque le pesticide est utilisé dans les bonnes conditions, il existe toujours un risque résiduel. Voilà. Donc autant travailler à ce que les producteurs eux-mêmes maîtrisent de façon technique l'utilisation de ces pesticides et travailler à ce qu'ils puissent les réduire le plus possible dans leurs pratiques agricoles, au regard des conséquences que ça a, comme je vous l'ai dit, sur les utilisateurs, les consommateurs et sur l'environnement. 2 enfants sont encore hospitalisés et le pronostic vital de 6 autres rescapés n'est plus engagé. En état de choc, ils se remettent tout doucement dans cette cour ici à Koudougou. À les voir et à les entendre, un accompagnement psychologique ne sera pas de trop. Cela pourrait même être nécessaire à toute la famille Bakouan
pour apprendre à vivre avec ce drame. De bons équipements pour une meilleure offre de soins à l'endroit des patients. Et voici le bloc opératoire de l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle qui refait peau neuve. Plus de 500 000 $ mobilisés pour rénover 3 salles d'opération. Le geste est de l'ONG Kids en accompagnement de l'État burkinabé. Les images avec Souleymane Sanou et Issia Kanana. Le bloc opératoire du centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles de Gaulle entièrement réhabilité. C'est une initiative de l'ONG écossaise Kids Or qui entend par ce geste accompagner l'État burkinabé dans l'amélioration de l'offre de santé. Nous avons investi plus de 500 000 $ dans ce bloc opératoire et nous sommes très heureux de voir une équipe talentueuse, des chirurgiens, des anesthésistes et des infirmiers qui travaillent ici. Nous avons hâte de revenir pour soutenir davantage le Burkina Faso dans le développement de ses services de santé. Nous voudrions entretenir des relations avec des hôpitaux et avec le gouvernement du Burkina Faso. La réhabilitation de ce bloc chirurgical vient à point nommé selon le ministre en charge de la Santé. Un bloc rénové qui va sans nul doute soulager la souffrance des patients. Le matériel va servir à prendre en charge chirurgicalement toutes les maladies qui doivent être opérées chez les enfants. Et je sais qu'à Charles de Gaulle, ils opèrent au niveau des viscères, c'est ce qu'on appelle chirurgie viscérale. Ils font les interventions des os, donc ils font tout, ils font la réparation, ils prennent en charge les grands brûlés et tout va se prendre en charge au niveau des 3 salles. Ce n'est qu'une salle, nous avons 3 salles qui nous ont été offertes. 3 salles équipées avec du matériel neuf, vous pouvez le constater, et du matériel haut de gamme, du matériel de dernière génération. Par-delà notre mission de soins qui va être renforcée par ces équipements, par cette rénovation, il y a aussi la mission de recherche et la mission d'enseignement qui va profiter de tout ça. Et nous sommes même pressés de revenir pour nous approprier notre instrument de travail. En guise de reconnaissance, Léonie Claudie de Lougui remet ici une attestation à l'ONG écossaise Kids Or au nom du gouvernement burkinabé. Elle a aussi effectué sa mue, bien malgré elle, certes, mais au grand bonheur des Bogolais et fidèles musulmans. La grande mosquée de Djulasoba, jadis menacée d'effondrement, connaît sa première phase de réhabilitation après 2 années de travaux. D'autres phases sont prévues pour donner un meilleur visage à la bâtisse qui représente également un pan du patrimoine culturel burkinabé. La cérémonie de remise de ce 5 septembre avec Betty Bienaon et Moumouni Barou. Fin de la première phase des travaux de restauration de la grande mosquée de Djulasoba. Le crépissage de l'intérieur comme de l'extérieur est entièrement achevé avec de la terre crue comme matière première. Et cela a été possible grâce à l'effort des fils et filles de SIA sans occulter la contribution de l'État à hauteur de 150 millions de francs CFA. Nous sommes venus féliciter tous ceux qui d'une manière ou d'une autre ont contribué à la réhabilitation de ce monument qui fait partie de notre patrimoine non seulement religieux mais culturel à caractère national. Nous avons tenu à indiquer que en ces temps où nous sommes traversés par l'extrémisme violent, ce haut lieu symbole du dialogue interreligieux et culturel doit être une source d'inspiration. L'atteinte de ces résultats satisfaisants des travaux ne s'est pas passée sans difficulté, mais selon le comité de réhabilitation de la grande mosquée, l'essentiel était d'atteindre les objectifs fixés. Nous avons mis à peu près 2 ans. Chaque mardi, nous nous réunissons ici pour pouvoir sortir quelque chose. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, nous sommes fiers. Et il a été dit beaucoup de choses, comme je disais. Mais nous avons fermé les yeux et les oreilles. La charge émotionnelle était grande. C'est un événement qui, à notre avis, réconcilie Djulasso avec elle-même. La grande mosquée de Djulasoba se refait donc une beauté et entre dans la modernité avec l'installation de nouveaux équipements de son, lumière et de ventilation. Il est également prévu de paver la cour de ce patrimoine grâce à l'engagement de bonne volonté afin que le lieu devienne plus attrayant.
Un bol d'air dans cette édition et nous le prenons dans les champs avec le suivi de la campagne agricole humide. Elle s'annonce prometteuse dans la région du centre à en croire la physionomie des cultures. C'est le constat qui ressort de la tournée du gouverneur de la dite région dans les communes de Saba et Pabré. Voyons cela avec Lassina Ouattara et Isiaka Nana. Du maïs en mi-piaison, de l'arachide, du haricot et du gombo au stade de floraison. Nous sommes dans le champ de Amidou Ilboudo à Tanlarguin, dans la commune de Samba. Un producteur modèle qui a su allier technique agricole et bonne utilisation d'engrais. Chez nous, ça va. Au début du mois d'août, il ne pleuvait pas, mais aujourd'hui, nous sommes contents. Autre site, même constat. 17 hectares de riz au stade de talage à Motila, toujours dans la commune de Samba. Rendement attendu, 2,5 tonnes de riz à l'hectare dans ce bas-fond. Depuis 7 ans que nous exploitons ce bas-fond, nous n'avons jamais reçu la visite d'une autorité comme aujourd'hui. Cela va encore nous galvaniser. À Gaskaï, dans la commune de Pabré, c'est ce site de culture de tomates qui a retenu l'attention du gouverneur et sa délégation. Un jardin maraîcher exploité par une centaine de personnes, dont 10 femmes, avec un rendement prévisionnel de 16 tonnes à l'hectare. La campagne agricole 2019-2020 se déroule relativement bien dans la région du centre, foi des techniciens de l'agriculture. En ce qui concerne le maïs de bouche, généralement, on est en train de récolter. Donc aujourd'hui, on peut dire que c'est au stade épiaison pour à peu près 25%. Le reste là, bon, c'est toujours au stade montaison. Mais pour ce qui concerne les légumineuses, bon, ça aussi, c'est la plupart, ils sont au talage, ramification, d'autres qui sont déjà au stade floraison. Donc on peut dire que les perspectives sont bonnes. Nous avons vraiment apprécié justement le travail qui est fait et nous pensons que vraiment c'est des producteurs qui se donnent pour que, en tout cas, la région du centre puisse cette année faire de bonnes récoltes. Cette tournée a surtout permis au gouverneur de recueillir les préoccupations des agriculteurs de la région du centre, des difficultés qui se résument au manque de terres cultivables, à la disponibilité des intrants et du matériel de production. De bonnes récoltes permettront au Burkina d'être à l'abri d'une crise alimentaire, une situation qui secoue le Sahel depuis 2012 et pour laquelle les portefeuilles monétaires ont été utilisés comme réponse par plusieurs ONG humanitaires. Sur le sujet, la FAO communique en collaboration avec le ministère de l'Agriculture du 5 au 6 septembre. C'est à travers un atelier national d'information et de plaidoyer sur le panier minimum de dépenses au Burkina. Voyons cela avec Roger Kam et Seydouson. Le Burkina Faso connaît une crise alimentaire et sécuritaire sans précédent depuis quelques années. En réponse à cette crise, plusieurs ONG humanitaires utilisent les transferts monétaires. Ces transferts monétaires font référence au programme de transfert d'argent ou de coupons à des ménages vulnérables pour les soutenir. Le Burkina Faso intègre cette modalité chaque année, mais fait face au défi de la fixation des montants des transferts, d'où la réflexion sur la définition d'un panier minimum de dépenses. Actuellement, les différents acteurs, que ce soit le gouvernement ou la société civile ou les institutions des Nations Unies, chacun a à peu près le montant qu'il distribue aux populations. Donc cet atelier a pour ambition de regrouper tous ces acteurs ensemble et de définir une gamme qui va être valable pour tous ces acteurs-là. Bien qu'étant un outil important dans le mécanisme de soutien aux personnes vulnérables, les transferts monétaires et le panier minimum de dépenses restent encore peu connus du grand public. Le transfert monétaire, c'est une modalité d'assistance alimentaire développée par les ONG aujourd'hui en accompagnement du gouvernement pour couvrir un certain nombre de postes de dépenses pour les ménages vulnérables et les personnes déplacées. Le panier minimum de dépenses, comme son nom l'indique, c'est un montant de transfert qui sera défini en fonction d'un certain nombre de secteurs prioritaires, ce que nous appelons les besoins essentiels. Et pour chaque secteur, il faudra définir un montant minimum pour permettre aux différents ménages de pouvoir mener une vie saine et active. Au sortir de cet atelier de 2 jours, il est attendu un plan d'action et une feuille de route pour la définition du panier minimum de dépenses au Burkina Faso.
Voilà, nous en venons à la partie entretien de cette édition et comme annoncé, nous recevons Apolline Traoré, cinéaste et réalisatrice burkinabé. Bonjour. Bonjour. Alors, vous entamez dès demain, disons, une tournée cinématographique avec votre film d'Errance qui a été projeté lors du dernier festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Alors, au cours de ce FESPACO, d'Errance avait déjà obtenu quelques prix spéciaux comme le prix de la mairie et de l'Assemblée nationale. Est-ce que déjà vous pouvez nous dire si ces prix étaient à la hauteur justement de vos attentes? Vous savez, quand on fait un film, c'est vrai qu'on a tendance à se dire que dans notre pays, il faudrait que notre cinéma est glorifié. Mais vous savez, le prix de l'Assemblée nationale est quelque chose de très très important par rapport au sujet que j'ai traité, aussi le prix de la ville, ainsi que le meilleur décor. C'est sûr que beaucoup de gens m'attendaient pour les talents, mais comme je l'ai dit à plusieurs personnes, on ne fait pas un film juste pour le FESPACO, on fait un film pour le monde entier, on fait un film pour promouvoir notre culture dans le monde. Voilà, et puis un jury, il faut le respecter, il faut respecter ce qu'ils ont décidé. Tout à fait. Voilà, donc s'ils ne m'ont pas choisi cette année, peut-être que dans 2 ans, dans 4 ans, ils me choisiront. Donc, mais ma meilleure satisfaction, vraiment, c'était l'engouement du public et vraiment l'amour qu'ils ont porté pour ce film-là et pour moi-même. Donc moi, je pense que je suis sortie très gagnante. D'accord. Alors, avec ce film d'Errance, vous avez également participé à d'autres festivals. Qu'est-ce que vous pouvez faire déjà comme bilan? Alors, on n'a pas encore participé à d'autres festivals. Justement, je présente le film demain dans mon pays, d'abord. Et après ça, maintenant, on va le présenter, je dois représenter le Burkina à New York. Et puis après à Londres, et puis après au Brésil. Donc voilà, c'est sûr. Et puis après, on le présente dans la sous-région. Il y a 10 pays de l'Afrique qui ont un canal Olympia qui seront présentés. Donc à partir de demain, vraiment, le film sera présenté. Mais je commence évidemment chez moi, au Burkina, et puis après, le reste du monde suivra. Est-ce que le film sera présenté uniquement dans les salles de ciné Canal Olympia ou bien il y a d'autres salles de ciné qui ont été mises à contribution? Ben, bien sûr. En fait, c'est une première en fait qu'on fait ça pour qu'un film soit dans toutes les salles de la capitale. Demain, à Canal Olympia de Ouaga 2000, ça sera juste une projection privée. C'est sur invitation et c'est pour les autorités. Mais après, ce même jour, le Ciné Burkina aura le même film. Lundi, le Ciné Royal va commencer. Et après ça, voilà, toutes les salles de cinéma, ici au Burkina en tout cas, à Ouagadougou, auront le film, ainsi que dans les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pour les 10 autres pays de l'Afrique de l'Ouest, c'est à partir de demain ou après, à partir du dimanche? Non, pour les autres pays, ça commence aujourd'hui. Ok, ça commence aujourd'hui. C'est juste une particularité de Ouagadougou que j'ai voulu faire demain, parce que c'est samedi. Que les gens ont le temps de venir, parce que bon, c'est une cérémonie qui va durer un moment, donc ce n'était pas propice de le faire un vendredi après le boulot. Donc demain, ce sera pour le Burkina, mais les autres pays commencent aujourd'hui. Alors c'est une grosse organisation, quels sont les enjeux pour vous? Et les enjeux, c'est que l'Assemblée nationale sera là, donc il y a un problème sécuritaire, il y aura le maire, le ministre de notre culture, donc c'est sûr qu'il faut que ça soit bien organisé et puis sécurisé. Parce qu'on a les chefs évidemment de notre gouvernement qui seront là. Et puis voilà, on va essayer de faire un show digne du cinéma. et on espère en tout cas que le film va marcher et que la population va adhérer. Alors, pour mettre déjà l'eau à la bouche, pour ceux qui n'ont pas pu voir d'Errance pendant le FESPACO, de quoi est-ce que ce film parle? Alors le film a 2 grands sujets. Le premier sujet, c'est vraiment la transmission du nom. Je parle de est-ce qu'une fille peut être une héritière de son père, parce qu'on veut toujours donner son nom à un garçon et que ce garçon-là soit l'héritier. Et je montre en disant que peut-être le nom n'est toujours pas un héritage, mais l'éducation qu'on donne à ses enfants est mieux qu'un héritage. Et en deuxième partie, le film parle vraiment de la guerre post-électorale en Côte d'Ivoire en 2010. Comment cette guerre-là a impacté la population aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso. D'accord. Alors, Apolline Traoré, nous vous souhaitons beaucoup de succès. Merci beaucoup. Aussi, je serai au rendez-vous des Errance. Je vous laisserai. D'accord. Merci beaucoup. Merci et restez avec nous pour la suite du journal. Hors de chez nous, Robert Mugabe, le premier président zimbabwéen, est décédé à l'âge de 95 ans. 37 ans de règne au cours duquel il est passé du statut de héros de l'indépendance à celui de tyran. Et c'est en 2017 qu'il a été forcé de démissionner sous la pression de l'armée.
En 1980, tout le Zimbabwe vibrait à l'unisson lors de l'accession de Robert Mugabe à la tête du gouvernement. Le pays venait d'obtenir son indépendance. Le nouveau Premier ministre était un combattant de longue date, un héros de la lutte contre le colonialisme et le régime d'apartheid. Prisonnier politique pendant plus de 10 ans, il rejoint dès sa libération la lutte armée contre le gouvernement de Ian Smith. En 1979, il est l'un des signataires des accords de Lancaster House qui mettent un terme à la guerre civile. Durant la première décennie de son règne, le pays se porte bien, notamment le secteur agricole, dans un Zimbabwe qui fait encore figure de grenier à blé de l'Afrique. La mortalité infantile et la malnutrition diminuent, l'espérance de vie s'accroît. Le pays est alors doté d'un des meilleurs systèmes éducatifs de la région. Le Zimbabwe détient le record du meilleur taux d'alphabétisation, dépassant même la puissante Afrique du Sud. Mais dans le même temps, Robert Mugabe prend des mesures de répression sévères contre l'opposition. Il assimile ses leaders aux intérêts néocoloniaux et reconnaît avoir recours à la torture contre eux. Lors des élections parlementaires de juin 2000, le mouvement pour le changement démocratique n'échoue que de peu en dépit de fraudes massives organisées par le pouvoir. Le début des années 2000, c'est aussi le temps de la réforme agraire. À l'époque, 70% des terres arables sont détenues par 4000 fermiers blancs. Mugabe impose sa réforme en expropriant les fermiers blancs par la force. La plupart fuient à l'étranger, une dizaine d'entre eux sont assassinés. Pour contracter des emprunts auprès de la Banque mondiale, Robert Mugabe engage son pays dans une cure d'austérité, mais l'arrêt des subventions aux petits propriétaires terriens a ruiné l'économie du pays. Un nombre grandissant d'habitants dépendent de l'aide alimentaire et l'espérance de vie chute à un niveau exceptionnellement bas. Mais Robert Mugabe ne peut entendre la moindre critique et ne peut envisager de changer de politique. Quand le chef de l'opposition Morgan Tsvangirai défie le vieux lion, il est roué de coups par les forces spéciales aux ordres de Mugabe. Quand Tsvangirai remporte l'élection présidentielle de 2008, Mugabe s'accroche au pouvoir. Tout ce qu'il concède est un partage du pouvoir avec Tsvangirai, qui devient Premier ministre, mais sans obtenir aucun moyen pour influer sur la marche politique à suivre. Alors que l'Occident voyait en Mugabe un dictateur, beaucoup d'Africains le considéraient comme un héros, l'un des rares hommes du continent capables de résister aux anciennes puissances coloniales. En Guinée, les consultations annoncées par le président Alpha Condé avec en ligne de mire une révision de la Constitution commentée par les quotidiens burkinabés. Mais pour commencer, il y a ce grand projet de ligne ferroviaire entre les pays du G5 Sahel dont l'étude de faisabilité est lancée ce matin à Ouagadougou. La revue de presse, c'est avec Vincent Kembrebourg. Un transsahélien pour fortifier les économies du G5 Sahel, foi de Vincent Dabirigou. Dans une interview accordée à Sidouaya, le ministre des Transports, de la Mobilité urbaine et de la Sécurité routière évoque un grand chantier de chemin de fer qui devra relier l'ensemble des pays du G5 Sahel. Un projet dont les études de faisabilité sont lancées ce matin à Ouagadougou. C'est un projet qui répond à une volonté politique exprimée au plus haut niveau du G5 Sahel de bâtir une intégration régionale et de désenclaver l'espace G5 Sahel selon Vincent Dabilgou. L'étude de faisabilité devra coûter 600 millions de francs CFA. Puis viendra la phase de la mobilisation des ressources pour le démarrage effectif de ce gigantesque chantier porté par les chefs d'État du G5 Sahel. Un troisième mandat pour Alpha Condé, manque de sagesse pour un octogénaire, écrit le pays. Dans une adresse à la nation, le président guinéen a instruit son premier ministre d'initier des consultations à propos de la Constitution, dont une éventuelle modification cristallise déjà les passions en Guinée. Tout porte à croire que le président Condé a enfin décidé de franchir le fauteuil jalon et le lancement de ces consultations marquera le début de l'épreuve de force qui se profile à l'horizon. Dangereuse troisième tentation de Sékou Touréa, titre aujourd'hui au Faso. Alpha Condé a longtemps usé de tous les subterfuges pour esquiver la question, mais a fini par tomber le masque, laissant apercevoir sa volonté de charcuter la Bible de la République. Alors, l'illustre opposant devenu président veut toiletter l'article 27 de la loi fondamentale guinéenne. Et le journal de Le Dire Net, rien
Absolument rien ne peut justifier une telle modification dans une Afrique où le mirage démocratique disparaît de plus en plus. Condé a encore toutes les cartes pour sortir de la scène, la tête haute, mais les dirigeants désapprennent toujours de l'histoire, conclut aujourd'hui au Faso. Et c'est ce qui referme cette édition. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programme sur la RTV.